On va se rendre en Iran, privé d'Internet depuis près de 3 jours. Difficile d'ailleurs de rendre compte de la situation et de la répression en cours. La police du régime annonce de nombreuses arrestations. Là encore, impossible d'avoir des chiffres précis. En revanche, l'Iran se dit prêt à riposter en s'attaquant à l'armée et au transport maritime des États-Unis. Iman Rachati. Des feux d'artifice et ce slogan. Au cœur de Téhéran, la nuit dernière, les Iraniens ont bravé le danger pour manifester contre le régime. 14e jour de protestation dans une répression sanglante et à huis clos. Les autorités ont coupé Internet pour dissimuler les violences selon la population. Les Iraniens n'épargnent aucun totem du pouvoir. Il y a 2 jours, cette mosquée en flammes ou ces bâtiments officiels incendiés à Karaj, dans le nord du pays. Donald Trump a réitéré son soutien aux manifestants sur son réseau social. L'Iran veut la liberté, peut-être comme jamais auparavant. Les États-Unis sont prêts à aider. Le décompte macabre des morts exécutés par le pouvoir s'alourdit. Le guide suprême Ali Khamenei l'a assuré vendredi. La République islamique ne reculera pas. Et parallèlement, en soutien aux manifestants en Iran, également une manifestation dans les rues de Paris qui se poursuit, qui a débuté cet après-midi. Beaucoup de monde, vous le voyez actuellement dans le 16e arrondissement de la capitale, en soutien aux manifestants et contre le régime en place. La pancarte est assez claire sur ces images en direct, contre évidemment le régime des mollahs et dirigé par le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei. On va, si vous le voulez bien, évoquer cette situation, essayer de la décrypter avec nos invités. Adel Bakawan, bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, auteur du livre La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire aux éditions Talendier. Merci d'être avec nous. Shoham Akaremi, bonsoir, bonjour. Anthropologue, chercheuse au CNRS, au laboratoire d'anthropologie politique. Merci à vous également d'être là. Également pour nous accompagner, Alban Mikosi. Bonsoir. Évidemment, notre spécialiste des questions internationales. Alban, difficile avec les informations qui nous parviennent, qui sont très parcellaires et pour cause. Le régime a stoppé beaucoup des moyens de communication aujourd'hui en Iran. Difficile de savoir ce qu'il en est, mais la question que tout le monde se pose depuis quelques jours, c'est est-ce qu'on est à un point de bascule ? Est-ce que ce régime des mollahs est en train de vaciller ou est-ce qu'on prend, j'allais dire, nos désirs d'occidentaux pour des réalités et qu'on n'en est pas du tout encore là ? En tout cas, ce sont des manifestations importantes, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Elles ont commencé en réalité le 28 décembre, donc ça fait déjà 15 jours que l'Iran vit une situation quasi insurrectionnelle dans un certain nombre de villes et dont désormais la capitale Téhéran aussi. On est bien en difficulté pour vous fournir des images. Vous en voyez quelques-unes qui sont des images de réseaux amateurs, de personnes qui tournent elles-mêmes. Voilà, ce sont les dernières qui sont en notre possession là. Pourquoi ? Parce que la République islamique a coupé tout lien Internet avec le pays, ce qui fait que les images qui nous provenaient ne nous proviennent plus et qu'évidemment la télévision nationale iranienne, elle, ne nous envoie rien à ce sujet. Voilà pourquoi on est en difficulté pour fournir des images nouvelles. Ce que l'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il y a une grande manifestation à Téhéran, une manifestation de gens qui sont proches de la famille Pahlavi, c'est-à-dire de la famille de l'ex-Shah et de son fils qui est aujourd'hui aux États-Unis. Cette manifestation se tient-elle normalement ? Est-elle actuellement réprimée ? On n'est pas encore en mesure de vous le dire. Ce que l'on sait, Adel Bakawan, c'est que la répression semble de plus en plus forte. Quels sont les moyens du régime en place pour tenir coûte que coûte face à la rue ? Écoutez, le régime est encore là, malgré bien évidemment la guerre des 12 jours, malgré l'assassinat des 4 dirigeants du Pasdaran, de l'armée et du régime, malgré bien évidemment les frappes contre le programme balistique, le programme nucléaire. Mais le régime est là, le régime dispose tous les mécanismes, toutes les ressources pour réprimer le mouvement de contestation. L'enjeu est là. Est-ce que le mouvement sera seul, nu, face à un régime ultra armé ou pas ?
Si le Est-ce qu'il y aura de l'aide extérieure? C'est ça que vous voulez dire? Oui, absolument. On va y venir, évidemment. Oui, absolument, absolument. Et donc, vous avez un mouvement de contestation national. Déjà, c'est très important le mot national parce que ça couvre la totalité du pays. Ce n'est pas une province, ce n'est pas une ville, ce n'est pas la capitale, c'est la totalité du pays. Et ensuite, c'est un mouvement transethnique, translinguistique. Autrement dit, toute la totalité des catégories ethniques, religieuses, sociales, etc., de l'Iran engagé dans ce mouvement. Et ensuite, vous avez un discours de la part d'une opposition qui n'existait pas autant dans les autres mouvements de contestation. Aujourd'hui, vous avez une opposition beaucoup plus visible. Et un autre élément, bien évidemment, sans précédent. Ça, à ma connaissance, c'est sans précédent. C'est la première fois que vous avez le président de la plus grande puissance au monde qui intervient régulièrement pour dire on ne vous abandonne pas et on est avec. On va y venir évidemment. Shohram Akareni, ce n'est pas la première révolte. On se souvient, il y a plus de 3 ans maintenant, la mort de Mahsa Amini qui avait suscité beaucoup d'émotions dans les rues iraniennes et pas seulement, évidemment. Qu'est-ce qu'elle a de différent, en dehors effectivement de sa géographie, parce qu'on voit les différents points de manifestation, c'est partout, ville moyenne, petite ville, ce n'est pas juste à Téhéran. Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui? Oui, alors déjà rappeler en effet qu'on est toutes et tous sans nouvelles de nos proches en Iran depuis vendredi soir et que il y a que cette façon d'isoler un pays de presque 90 millions d'habitants, d'isoler cette population du monde entier en coupant Internet et une forme de gouvernement par la terreur permet d'amoindrir ou de faire ralentir en fait l'organisation des révoltes et également mener une répression extrêmement dure. Il y a des images qui circulent. Alors le problème, c'est que là c'est le règne de la rumeur. Oui. Mais la rumeur règne. Le règne de la rumeur est également une technologie de pouvoir. Et donc parmi ces rumeurs, beaucoup disent que les opposants sont désormais confrontés à des mitraillettes et que les corps s'empilent aussi dans les morgues. Donc en fait, on est face à une répression qui sanglante et aussi sanglante, peut-être plus qu'en 2019, où le pays avait été coupé d'Internet et après 3 jours, les gardiens de la Révolution avaient été envoyés pour mater la répression. En 2022-23, le soulèvement Femmes, Vie, Liberté a duré 4 mois, donc beaucoup plus longtemps que les soulèvements de 2019 et de 2017. Ça avait duré 4 mois et la répression avait été plus lente à se mettre en place, mais ensuite elle a été extrêmement sanglante. Les répressions de 2019 et de 2022-23 ont été documentées par l'ONU. Il y a eu des commissions spéciales qui ont établi des rapports. Et donc, en fait, je sais bien que l'heure n'est pas à croire aux organismes internationaux et au droit international. Pas la tendance du moment, effectivement. Voilà, depuis la guerre génocidaire à Gaza, on voit bien que tout cela est un petit peu congelé. Cependant, les documents existent si le Conseil de sécurité de l'ONU voulait réfléchir et prendre décider d'une résolution qui condamne à minima ce que le gouvernement iranien est en train de faire à son peuple. Il faudrait que des membres permanents du Conseil de sécurité ne déposent pas leur veto, la Chine ou la Russie par exemple. Ça pourrait être, c'est toute la complexité de ce multilatéralisme battu en brèche en ce moment. On a parlé de la puissance de ce régime des mollahs. J'aimerais qu'on y revienne d'un instant avec Julien Ellion. Julien, bonjour. On va essayer avec vous de mieux comprendre quel est exactement ce régime et le pouvoir actuellement en place en Iran. On se souvient que tout a basculé en 1979 lors de la chute du Shah d'Iran et le retour dans le pays d'un certain Ayatollah Khomeini qui venait lui-même de France. Oui, tout à fait. On va voir qui est à la tête de ce pays de 88 millions d'habitants. Un homme, Ali Khamenei, c'est le guide suprême. C'est très important. Il a 86 ans et il a été président
de la République islamique d'Iran entre 1981 et 1989. Il est donc, comme je vous l'ai dit, guide suprême depuis cette date. C'est le personnage le plus important de l'Iran, mais juste en dessous de lui, il y a également le président de la République, Massoud Pezeshkian. Il applique les décisions du guide suprême, c'est son relais si vous voulez. Il gère les affaires courantes, il représente le pays à l'étranger, comme d'autres chefs d'État, mais également il a une responsabilité devant le Parlement. Il peut proposer et gérer notamment des décrets, ce qui fait qu'il assiste à la vie parlementaire du pays. Et puis, il y a l'armée régulière qui est très, très, très importante en Iran. Elle a une défense antiaérienne, mais également une défense aérienne. Elle protège les frontières aériennes du pays et maritimes. Et puis, à côté, vous avez certainement entendu ce nom, les gardiens de la Révolution, les fameux Pasdaran. Ils sont 125 000. C'est une organisation militaire d'élite qui dispose de sa propre armée. Elle protège le régime et elle contrôle également aussi une partie de l'économie. Entre 20 et 40% de l'économie iranienne serait donc contrôlée par ces gardiens de la Révolution. Et puis, elle joue évidemment un rôle politique majeur. Sachez que Mahmoud Ahmadinejad, par exemple, un ancien président iranien, a fait partie, lui aussi, des gardiens de la Révolution. Merci Julien pour ces explications. On revient vers vous dans un instant. Mais Adel Bakawan, on voit que le régime est armé, est durement armé, et on a compris qu'il s'attaquait directement à la population qui se révolte aujourd'hui. Combien de temps ça peut durer? Est-ce qu'il est suffisamment armé? Je sais que vous allez me parler des puissances extérieures, on va y revenir dans un instant, mais est-ce qu'il est Des années. Ah oui, il peut tenir des années là? Oui, absolument. Si on reste, moi je ne crois absolument pas à cette thèse de l'effondrement à l'intérieur du régime. On l'a vu dans d'autres cas de figure. Les printemps arabes n'ont pas forcément eu besoin d'intervention extérieure. Non. Écoutez, on a vu par exemple avec le mouvement de contestation en Tunisie. Oui. Mais en Tunisie, l'armée a abandonné le président. Le président a donné l'ordre à l'armée d'intervenir. Le président Ben Ali, oui. Exactement. Les généraux, ils ont dit non, nous n'allons pas intervenir. Ça ne peut pas se produire. C'est peu probable. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois l'armée iranienne et on a aussi les Pasdaran, c'est-à-dire l'armée idéologique. Les gardiens de 125 000. Le vrai pouvoir se trouve dans les mains des gardiens et non pas de l'armée iranienne. Où vous avez Itla'at, très fidèle au guide. Vous avez les Bassiji, très fidèles. C'est pourquoi je pense, si on a eu d'autres mouvements beaucoup plus puissants que ce mouvement-là, le mouvement de contestation de 2009, de 2019, de 2022, etc., etc. Mais ce qui est nouveau là, autant qu'élément, bien évidemment, on ne va pas l'aborder tout de suite, je sais que vous allez l'aborder, ça se trouve à l'extérieur de l'Iran. Le mouvement est... ce qui rend ce mouvement très, très important, ce n'est pas parce qu'il y a un mouvement politique. D'abord, c'est un mouvement social, comme vous disiez tout à l'heure. Autant que mouvement social, il est structuré dans son historicité. Autrement dit, même si on arrête là aujourd'hui, ou dans une semaine, ou dans un mois, ça va reprendre sur la durée. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le régime, comme je disais tout à l'heure, est suffisamment fort pour se durabiliser, pour durer, comme le régime de Saddam Hussein. Je donne un seul exemple et je m'arrête là. En 1991, il y a eu un grand mouvement de contestation, beaucoup plus important que ce mouvement-là. Sur les 18 provinces irakiennes, 15 provinces irakiennes tombaient dans les mains du mouvement de contestation. Mais parce que Saddam Hussein a eu le feu vert des Américains, en quelques jours, il a récupéré la totalité de ces 15 provinces. Maintenant, la question est là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le régime est suffisamment armé pour pouvoir réprimer ce mouvement de contestation. Shoura Makaremi, vous avez la même analyse. Ce régime a suffisamment les moyens pour tenir encore longtemps face à la contestation, face à la révolte. Je ne sais pas si on peut parler de révolution. Il y a plusieurs choses. En effet, je pense, le régime a les moyens militaires de rester et on ne le voit pas, le corps des gardiens de la révolution, être craquelé et se retourner contre le guide suprême. Voilà, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit, mais il y a tout un art en Iran du gouvernement qui vient aussi du clergé de ne surtout rien montrer et de ne rien laisser filtrer. C'est-à-dire que c'est très opaque. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître que voilà, une des forces du pouvoir iranien est son impénétrabilité par les observateurs et observatrices. Cela dit, la société iranienne est en effet
a fait une évolution extrêmement puissante les dernières années. Le mouvement de 2009, qui était très massif, était réformateur. La société iranienne était réformatrice dans son ensemble. Elle voulait des réformes à l'intérieur du cadre de la République islamique. Ce n'est absolument plus le cas. Et en fait, c'est le pacte social et politique de la République islamique qui s'est effondré depuis, on va dire, 2017. Un petit peu, voilà, c'est devenu visible depuis 2017, et ça ne fait que se perfectionner. Ces formes de refus radicaux d'une République islamique, d'un gouvernement islamique, et je pense que c'est très important parce qu'encore une fois, on a, venant du Moyen-Orient, venant du pays où a eu lieu la révolution de 1979, qui était déjà une révolution qui avait beaucoup étonné la gauche mondiale internationale, parce que tout à coup, on avait l'islam politique qui arrivait comme force de contestation massive, comme ça. Eh bien aujourd'hui, à l'inverse, on a une société qui est en train de faire sa révolution. Alors même si ce n'est pas cette révolution-là qui va aboutir ce soir ou demain, il y a une révolution sociopolitique très profonde et qui n'a pas l'islam politique comme perspective ou comme horizon, à l'intérieur même d'un Moyen-Orient où les Iraniens ont montré durant la guerre des 12 jours que leur rapport avec leur pouvoir n'était pas lié aux enjeux internationaux et géopolitiques. Pour rejoindre ce que vous dites, les quelques images que nous avons ce soir de Téhéran, les cris qui sont donnés par la foule, c'est mort au dictateur, mort au régime. Donc très clairement, on n'est pas dans une volonté de réformer, de changer des choses. On est sur la volonté de tout renverser. Et c'est effectivement, ça va bien au-delà d'un problème économique. L'Iran est en train de... Les gens qui sont dans la rue, en tout cas, ils sont en révolution. Voilà. Et c'est le cas aussi dans les rues de Paris où une manifestation de soutien au peuple iranien se déroule aujourd'hui. On va retrouver sur place Mohamed Mezrahi qui suit dans le 16e arrondissement de la capitale cette manifestation avec des Iraniens présents à la fois pleins d'espoir sûrement, mais aussi inquiets pour leurs proches, souvent sans nouvelles. Oui, ils sont plusieurs centaines de manifestants à s'être rassemblés dès 15h, place Victor Hugo dans le 16e arrondissement. Des manifestants qui ont convergé depuis vers la place du Trocadéro. Ils sont venus pour soutenir le peuple iranien. La majorité de ces manifestants sont des Iraniens royalistes. Regardez sur ces images le cortège qui converge en ce moment vers la place du Trocadéro dans le 16e arrondissement. Des manifestants qui sont sortis dans la rue pour soutenir l'Iran. Il s'agit majoritairement de royalistes iraniens, souvent favorables au retour d'une monarchie constitutionnelle. Beaucoup de manifestants avec lesquels on a pu s'entretenir se revendiquent de l'héritage du Shah et notamment de son fils Reza Pahlavi. Pour beaucoup de manifestants, Reza Pahlavi est l'homme de la situation, l'homme qui mènera cette dernière bataille contre le régime islamique. Il y avait aussi à la fin de cette manifestation beaucoup d'Iraniens, mais cette fois-ci qui représentent la gauche iranienne et qui ne sont pas d'accord avec tous les manifestants qui sont pro-royalistes ici et qui, eux, ont un slogan, c'est « Femmes, vie, liberté » pour justement ce qu'ils revendiquent, c'est la démocratie sociale et notamment le droit des femmes en Iran. Donc les manifestants qui déplorent la situation en ce moment avec cette contestation qui prend de l'ampleur, qui a débuté le 28 décembre dernier et qui, selon l'ONG Iran Human Rights, a fait déjà au moins 192 morts. Des manifestants que l'on a rencontrés ici qui sont sans nouvelles de leurs proches et de leurs amis depuis déjà 4 jours, un peu plus de 60 heures. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce rassemblement parisien donc dans le 16e arrondissement en soutien aux manifestations en cours en Iran. Alban Mikosi, notre invité Adel Bakawan l'a évoqué dès sa première intervention. Là, ce qu'attendent aussi les manifestants, c'est un soutien des Occidentaux et notamment d'un certain très insaisissable, il faut bien le dire, Donald Trump. Oui, effectivement, je regardais les messages là, de la communauté iranienne, de la diaspora, on va dire, ceux qui vivent à l'étranger, ils en appellent tous effectivement à Donald Trump en disant que ce qui se passe en Iran actuellement est dramatique. Et à ce titre-là, ils pensent que Donald Trump peut contribuer à affaiblir largement le régime avec sans doute des frappes militaires, une opération, même si elle est compliquée, on va expliquer sans doute pourquoi c'est compliqué, mais c'est vrai que la diaspora et les Iraniens que vous voyez manifester dans les principales capitales occidentales, ils appellent les Européens à être solidaires
des manifestants. Shoura Makarimi, sur vous qui connaissez bien, mais Adel Bakawan peut évidemment répondre également, vous qui connaissez bien cette société iranienne, elle est encline aujourd'hui à accepter une intervention sur son sol des Américains pour se débarrasser du régime des Mollahs? On pourrait imaginer qu'il y a de multiples façons d'intervenir, en fait. Déjà soutenir par des infrastructures Internet, digitaux, un accès, une façon pour la société iranienne de rester connectée quand l'État et toutes les sociétés qui sont aux mains des gardiens de la Révolution décident de couper, tous les opérateurs décident de couper Internet, c'est une façon. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que je pense que la société iranienne ne veut pas quelque chose. Plus que de vouloir l'intervention des Américains, elle refuse que, encore une fois, comme ça a été le cas par le passé, les Américains et les Européens utilisent la pression que fait subir la rue iranienne au gouvernement iranien pour négocier avec cet État et donc tirer de leur côté les acquis politiques de la rue. Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez 12 projets pour l'Iran. Je ne parle pas du projet du mouvement de contestation. Là, il y a un projet national de la démocratisation, du changement de régime, comme vous avez dit, etc. Oui, mais vous changer un régime, ça ne dit pas ce qu'il va y avoir après. Vous le savez bien, et on l'a vu dans plusieurs pays. Absolument. On a l'exemple égyptien, on a l'exemple tunisien, le Yémen, la Libye, etc. Oui. Mais rapidement, vous avez 12 projets extérieurs pour l'Iran. Un projet israélien, et un projet américain. Les Israéliens, ils veulent changer leur régime ici et maintenant, là, tout de suite, ce soir, à cette heure-là. Ils veulent quoi, le retour du Shah? N'importe. Même le diable, l'essentiel, c'est la République islamique doit disparaître. Par contre, c'est l'ennemi juré. Ce projet n'est absolument pas adopté, accepté par Washington. Washington a un autre projet. À savoir, là, cet après-midi, ils ont envoyé une délégation à Mascate, la capitale de Oman, avec 3 vieilles revendications, aux conditions, si vous voulez. L'Iran doit abandonner son programme atomique, l'Iran doit abandonner son programme balistique, l'Iran doit abandonner son ordre milicien moyen-oriental. Si l'Iran abandonne les 3, on laisse, comme on a laissé à Saddam Hussein la main libre pour réprimer la totalité du mouvement de contestation dans les années 90, on vous donne la main libre pour réprimer le mouvement de contestation comme vous voulez. Autrement dit, l'avenir de ce mouvement, en partie, bien évidemment, se joue à Mascate. Merci à tous de nous avoir éclairés sur cette situation qu'on va continuer à suivre évidemment dans les prochaines heures avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire assez faibles pour savoir ce qui se passe réellement sur place en raison de la coupure tout simplement des réseaux Internet, des réseaux téléphoniques de communication par le régime en place en Iran. On essaiera de vous informer au mieux dans les prochaines heures. Dans un instant, le JT Monde et juste après, on s'intéressera à toute l'actualité de ce dimanche avec le journal de Camille Grenu.